Bonjour à tous et bienvenue dans Psyché, le podcast 100% Swiss-made dédié à la santé mentale. Alors que la santé mentale devient un enjeu majeur de la politique sanitaire en Suisse et dans le monde, on a voulu plonger dans les méandres des troubles psychiques à travers des interviews, des témoignages, des récits de vie de nos patients, de leurs proches, mais aussi de celles et ceux qui font vivre nos cliniques. Pensé et réalisé par les équipes des cliniques La Métairie et Grand Salève, ce podcast tentera de vous informer et de vulgariser, sans stigmatiser, sur les différents troubles psychiques que chacune et chacun peut croiser dans son parcours de vie. Vous pouvez retrouver Psyché sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et d'autres plateformes encore, et tous les liens utiles sont disponibles dans la description. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner pour ne rien rater de nos futurs épisodes. Laissez-nous aussi vos commentaires, posez-nous vos questions et surtout partagez vos épisodes préférés autour de vous. Imaginez une vie où chaque repas et chaque grignotage devient une bataille. Une voix dans votre tête qui vous dit « arrête », mais un corps qui lui réclame encore et encore. Jusqu'à la nausée, jusqu'à la honte, jusqu'à l'épuisement. C'est le quotidien des mangeurs et mangeuses compulsives. Ces personnes pour qui la nourriture n'est plus un besoin, ni même un plaisir, mais une prison. Aujourd'hui, on va lever le voile sur cette addiction encore méconnue. Avec Virginie et Charlotte, mangeuses compulsives, et Sylvie Vuez, responsable de l'unité des maladies de la dépendance de la clinique La Métairie. Ensemble, on va essayer de comprendre. C'est quoi être un mangeur ou une mangeuse compulsive ? Est-ce que c'est juste un manque de volonté ou quelque chose de bien plus complexe ? Et surtout, on va écouter Virginie et Charlotte. Elles vont nous expliquer leur parcours de vie, le moment où tout a basculé, comment se déroule une crise, leur combat, leur espoir et leur parcours vers le rétablissement. On vous souhaite à toutes et tous une bonne écoute de ce 8e épisode de Psyché, votre podcast suisse dédié à la santé mentale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Psyché. Aujourd'hui, on va aborder une addiction dont on parle pas souvent, c'est celle des mangeurs et des mangeuses compulsives. Avec moi aujourd'hui, j'ai ma partenaire privilégiée depuis le début du podcast, Sylvie Vuez. Bonjour Sylvie. Bonjour Guillaume. Donc je rappelle que, pour ceux qui ne savent pas, tu es la responsable de l'unité des maladies de la dépendance de la clinique La Métairie. Tout à fait, et que tu es donc thérapeute en addiction. Et on a avec nous Virginie. Bonjour. Et Charlotte. Bonjour. Qui sont donc venues avec nous aujourd'hui pour témoigner de leur expérience de vie. Et donc vous êtes toutes les deux concernées par cette addiction. C'est ça. Donc avant de me tourner un petit peu vers vous, je vais commencer par toi Sylvie pour que tu nous poses un peu le cadre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'être mangeur ou mangeuse compulsive, s'il te plaît, en quelques mots ? Oui, en quelques mots, parce que je pense que Virginie et Charlotte vont l'expliquer mieux que moi pour l'avoir vécu. Donc on dit que c'est une dépendance parce que ça va générer exactement les mêmes effets qu'une autre substance. Donc il y a la nourriture récompense, il y a la nourriture que l'on prend parce que émotionnellement on n'arrive pas à gérer ses émotions. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types. Il y a la personne qui va s'abstenir de consommer de la nourriture, donc on va parler d'anorexie, et ça va booster le cerveau, qui fait que ça va générer aussi des effets très satisfaisants pour la personne. Il y a l'hyperphagie, donc la capacité à manger beaucoup plus que la normale, qui est plus courant chez les personnes dépendantes. Et puis il y a la boulimie. Il y a plusieurs formes de boulimie, il y a vomitif ou non vomitif. Il y a des personnes qui vont manger énormément, n'importe quand, n'importe quoi, juste pour se remplir. Certains ne vont pas vomir, d'autres vont se faire vomir. Donc il y a vraiment plusieurs formes en fait. D'accord. Quelle est la différence pour toi entre une addiction à l'alcool ou à la drogue et cette addiction à la nourriture ? Est-ce qu'il y a une différence marquée ? Alors, il y a bien sûr des différences dans les conséquences immédiates. Parce que si tu bois 1 litre de whisky et que tu prends ta voiture, évidemment qu'il y a des conséquences dramatiques plus immédiates que si tu viens de manger 3 pots de Nutella, même si évidemment que tu vas pas te sentir très bien. J'encourage pas à prendre le volant à ce moment-là parce que tu vas être très anesthésié et endormi, mais les conséquences sont moins immédiates et dramatiques. Par contre, au niveau de l'estime de soi, des conséquences sur la dignité et tout, elles sont absolument dramatiques. Peut-être des fois, j'ai remarqué que les personnes dépendantes ont plus honte, ont plus de peine à parler de leur addiction à la nourriture qu'aux produits.
D'accord. Oui, comme si ça touchait plus l'intégrité, quelque chose qui touche un niveau qui est très compliqué à assumer. Parce que c'est quelque chose que tu vois physiquement après. Que tu vois physiquement, pas toujours forcément, mais c'est en lien avec quelque chose quand même qui normalement est un plaisir, est quelque chose convivial qu'on partage avec les autres, et que du moment que tu es obligé de commencer à te cacher pour manger, de compulser sur des choses, voilà. Je pense qu'il y a une honte très très puissante à faire ce genre de mécanisme. D'accord. Est-ce que tu dirais que cette addiction se développe, il y a un terreau fertile par rapport à d'autres addictions, que ce soit l'alcool, la cocaïne ou autre ou... Comme on a dit dans les autres podcasts, la dépendance, c'est une maladie primaire, donc la personne vient au monde comme ça. Hein. Et évidemment que la première drogue, entre guillemets, qu'il a à sa disposition, c'est la nourriture. Donc on va voir très tôt chez les enfants, soit ils vont refuser de manger, soit ils vont manger beaucoup. J'ai des patients, leur enfant, ils cachent déjà, tu lèves le matelas, tu as 3 paquets de chips, 4 paquets de gâteaux... Donc, ils vont déjà stocker la nourriture par peur du manque. On voit la peur du manque, hein, tout de suite au niveau de la nourriture. Ils vont toujours finir leur assiette alors qu'ils n'ont peut-être même plus faim. Et ce genre de choses qui peut mettre en difficulté l'estime de soi. Et si ce n'est pas vomitif, il y a évidemment des prises pondérales extrêmes parfois qui peut mettre en grave difficulté au niveau scolaire, au niveau social, au niveau... la personne depuis très longtemps. Donc c'est une cabine du Titanic en fait, comme on dit. Et des fois lorsque tu arrêtes les produits, la nourriture va revenir prendre beaucoup de place. La nourriture et l'affectif, c'est les 2 cabines dans lesquelles les personnes vont à nouveau plonger lorsqu'ils arrêtent l'alcool, les drogues, les médicaments, pour combler le vide toujours. D'accord. Très bien, ça vous parle un petit peu toutes les deux déjà juste cette tout introduction, est dit. Tout est dit. On va pas arrêter tout de suite. Hein. Mais, est-ce que l'une de vous deux, je sais pas, par exemple toi Virginie, est-ce que tu peux nous dire déjà toi dans quelle branche tu te trouves de mangeuse compulsive ? Et puis est-ce que tu as eu un déclic à un moment dans ta vie où tu t'es dit là il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'agisse ? Oui, je suis venue à la métairie il y a quelques années et donc pour des produits, pour de la consommation aux produits. Après, je suis beaucoup allée en réunion et j'ai vu que tout à coup, la nourriture devenait problématique parce que c'était beaucoup trop souvent. Au début, on me disait c'est normal, tu compenses. Bon, j'ai accepté ça pendant 2-3 ans, sauf qu'après, c'est devenu tous les jours. C'était pour, vraiment, comme disait Sylvie, pour combler mes émotions, mes sentiments, un mal-être, quoi. Et alors là, j'avais trouvé le truc rêvé, quoi. Sauf que c'était toute la journée. Alors, j'ai jamais été très épaisse, à part quand j'étais plus jeune, où là, clairement, je l'étais, parce que je compensais avec du sport à outrance, où je ne mangeais plus le jour d'après. Il y avait toujours cette sorte de compensation, jusqu'au jour où je suis devenue effectivement boulimique, parce que j'avais plus assez d'énergie pour faire du sport. Et j'ai décidé d'aller dans les groupes OA, mais des années plus tard, hein, je dirais après 8 ans, en allant d'abord chez les narcotiques anonymes. Et j'ai commencé ce rétablissement-là, qui n'a pas été évident, parce que c'est facilement accessible, et puis c'est immédiat. Et donc de me remettre en question, d'essayer de voir ce qui provoquait ça, j'ai réussi à le faire seulement l'année passée, parce qu'après je suis plus allée dans les groupes pendant un moment, et l'année passée, comme c'était toujours là, très présent, j'ai dit maintenant je veux faire quelque chose. Et là, magiquement ou miraculeusement, là j'ai réussi à comprendre certaines choses que j'expliquerai plus tard. Et là je peux me considérer comme abstinente. On parlera d'abstinence, ce que ça signifie aussi dans OA. Ok, très bien. Charlotte, tu veux rebondir un peu, nous expliquer La question primaire était à quel moment on a... Oui, est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné, tu t'es dit là il y a un souci, je mange trop, je mange pas assez. Toi, oui, le déclic, je me souviens même du jour, c'était à Pâques, il y a eu une perte de contrôle totale en fait, suite à la visite de toute ma famille chez moi, où j'avais complètement perdu le contrôle sur les lapins au chocolat. Voilà, et c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, je pourrais me faire vomir finalement. Donc là, il y a eu le gros déclic où j'ai perdu vraiment la maîtrise de ma vie au niveau de la nourriture. J'ai continué comme ça encore un petit moment. Je ne connaissais pas les outre-mangeurs, je ne connaissais pas les groupes.
Donc j'ai attendu encore un petit moment. Bon, je consommais aussi d'autres produits à côté. Mais la nourriture, là, j'avais complètement perdu la maîtrise. Et puis, j'ai pensé que, à l'idéal, vu que la problématique était vraiment... c'était la première fois que j'habitais seule dans un appartement, avec beaucoup de honte parce que j'avais trompé mon ex-copain, etc. Donc, plein d'émotions que je ne savais pas gérer. On m'avait jamais montré un mode d'emploi pour les émotions. Donc, j'ai vraiment fui dans la nourriture. Et comme ces moments de perte de maîtrise étaient quand j'étais seule, parce que toute la journée, je montrais un smiley face et tout allait bien, soi-disant, le soir, s'il me fallait une échappatoire, je me disais, il suffit de ne plus habiter seule et tout ira bien. Donc, j'ai cherché un amant, on va dire ça comme ça. Mais les crises ne se sont pas arrêtées, elles se sont simplement déplacées. J'ai vraiment consommé la nuit, seule aussi. Ok. Donc voilà, j'ai tout essayé. Donc c'est-à-dire que par exemple la nuit tu dormais pas ou quand j'attendais que mon mec s'endorme. Ok, tu te réveilles, tu te lèves pour aller manger. Quoi. Voilà. En fait, je commençais déjà la crise. J'attendais que mon mec aille promener son chien. Ouais. Et je me disais c'est bon, il va revenir, donc je vais m'arrêter. Mais en fait, c'était le début de la montée en fait. Je croyais que ça me suffirait cette petite dose-là, mais ça animait simplement le. Faut ça juste me le truc tout. pour starter quoi. Tu sais, par exemple, tu manges un petit bonbon ou un petit chocolat. Une bouchée. Tu prends un petit œuf chocolat et après forcément t'en prends 2, 3, 4. Ok. Une bouchée mais pas trop forcément sur le même moment. C'est-à-dire que si tu craques le matin, tu prends ton œuf au chocolat parce qu'au boulot on t'a donné un œuf au chocolat. Tu sais déjà que tu vas t'abstenir, mais qu'arriver le soir chez toi, tu vas faire une crise. C'est obligé. Tu ne pourras pas t'empêcher, quoi. C'est pour ça que c'est un peu comme dans tous les autres produits. Faut pas commencer, quoi. Une bouchée de trop et 1000 pas assez. Et c'est ça, hein, c'est comme tu dis, le matin, puis tout à coup après l'après-midi, c'est des quantités mais faramineuses. Après tout à coup, ça devient même au travail, même après le travail, ça prend toute la place, quoi. Ça, et ça devient instinctif, presque tu te dis pas, tu peux te dire, t'es au travail en train de taper à ton ordinateur et hop, tu picores, quoi. Un peu comme obsessif. ça. Ouais. Ça occupait toute ma tête, en fait. Tu penses à manger quand tu travailles. Voilà. Quand Sylvie disait c'est différent par rapport à l'alcool, moi je buvais aussi une bouteille de whisky le soir. Alors oui, il y a le fait de prendre le volant, c'est très dangereux, mais en allant acheter aussi de la nourriture à 11h moins le quart le soir, avant que les derniers magasins ferment, je vous promets que j'étais dangereux. J'ai failli faire des accidents, je laissais tomber le truc parce que je pouvais même pas attendre d'être à la maison avant de commencer de manger. C'était plus fort que moi. Je cherchais dans la voiture, je perdais des trucs, j'ai failli faire 1000 accidents en fait. J'aurais pu être vraiment arrêtée pour état d'ivresse de nourriture, quoi. C'est cette envie irrépressible tout le temps, tu sais, cette obsession, cette envie irrépressible, et puis quand tu commences, c'est fini, quoi. Là, c'est fini. Là, toutes les deux, vous avez parlé de sucre quand vous m'avez expliqué, vous nous avez expliqué comment ça a déclenché, Pâques, etc. Est-ce qu'à chaque fois, c'est forcément le sucre, on pense à l'addiction première, mais ça peut être, je sais pas, une tranche de jambon, tu manges du fromage. Une carotte. Moi, j'ai commencé des crises avec des carottes. C'est très sain, voilà. Mais en fait, c'était le fait de remplir. Donc, je pouvais manger 1 kilo de carottes, puis après ça continuait les autres choses, les autres produits. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément cette attirance par les cochonneries, quoi. Il y en a plus pour les cochonneries, les sucres rapides, bien sûr, et les choses grasses. Le gras et le sucre, c'est vraiment 2 drogues dures pour Tu vas t'enfiler des chips et les bonbons. Mais quand j'ai essayé de me sevrer du sucre, on m'avait dit, prends des dattes ou des figues ou des fruits secs. Alors j'ai commencé par les fruits secs. J'aime pas les noix, mais je pouvais manger 1 kilo de noix sans m'arrêter. Après, ça a été les dattes. Alors on me disait, prends une date avant de dormir. Tu parles, je mangeais le paquet de dattes. Le taux de sucre est... terrible, quoi. Vraiment, c'est comme dans les autres produits. Et quand tu commences... c'est dans notre cerveau, quoi. Quand tu commences, tu ne peux plus t'arrêter, quoi que ce soit d'ailleurs. Et se resservir plusieurs fois, prendre des grosses quantités. C'est pour ça que dans les groupes, justement, ils catégorisent quels sont tes aliments rouges. Moi, clairement, c'est le sucre et le gras. Si je pars avec ça, c'est fini. Après, ça va, il y aura le reste. Carottes, les légumes, ça m'a jamais trop fait compulser, mais le sucre et le gras, là, alors c'est bon, quoi. Tu vois, et donc il y a cette catégorie rouge. Orange, par exemple, quand il y a un pique-nique, je peux manger des chips. Quand je suis en société avec des gens, j'arrive à me tenir.
dire. Si je suis toute seule, il y a le paquet qui y passe, puis après j'aurai envie de passer au sucré, et puis après il y a les aliments verts où là ça provoque rien du tout. C'est aussi un grand travail d'observation, de voir. Après, ce qui nous fait partir, ce qui provoque cette obsession, moi, je savais lesquels c'était, mais j'ai jamais voulu m'en passer, quoi. Ouais. Oui. Tout à l'heure, j'ai la patiente, son père lui a offert 5 boîtes de truffes au chocolat. Déjà, tu vois le truc, à tous les goûts. Et il m'a préparé sur un petit carton chaque truffe au chocolat avec les goûts pour que je les note, tu vois. Et je dis, mais je vais pas pouvoir faire ça, c'est impossible. Donc, des petites choses comme ça. Si t'en manges une, t'es mort. Après, je vais chercher les boîtes partout et les finir. Merci déjà d'avoir expliqué un petit peu ça, mais est-ce qu'au début, donc il y a eu ce déclic pour vous deux, mais est-ce que vous saviez mettre un mot sur le fait que c'était une addiction ? Ou comment ça s'est passé en fait, à un moment où tu dis, toi Charlotte, le déclic, les petits lapins de Pâques, mais après tu t'es dit, quoi, je mange trop, mais je mange trop ah oui, en fait, tu t'es renseigné, tu as été consulté, tu dis, et là c'est une addiction, effectivement c'est une maladie, ou au début, comment tu gères ça en fait ? Alors, j'avais déjà entendu parler de l'anorexie, de la boulimie, comme tout le monde, j'imagine. Et c'est vraiment quand j'ai atterri la tête dans les toilettes où là, je me suis dit, ok, apparemment, j'ai franchi un seuil que je pensais jamais franchir, en fait, et la honte est bien sûr venue. Ouais. Et c'est là que j'ai tout de suite fait le lien avec ce mot anorexie, boulimie. Et j'ai toujours entendu aussi, dans mon jeune âge, que c'est quelque chose où on s'en sortira jamais, en fait. Donc pour moi, c'était « je suis foutue », en fait. Et grâce à la vie et grâce à ma psychiatre qui m'a dit qu'elle-même, elle pouvait rien faire pour moi parce qu'elle ne me comprenait pas. Effectivement, on allait chercher pourquoi je faisais des crises, mais pas comment je peux faire pour les arrêter. Elle n'avait pas de solution. C'est elle qui m'a amenée dans les groupes et qui m'a parlé des groupes. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Parce que soit je me suicidais, j'étais tellement obsédée. Ouais. J'avais pourtant tout dans ma vie, tout fonctionnait bien, mais ça pas. Et c'est devenu tellement présent que soit je me suicidais, soit j'entreprenais quelque chose. Et j'ai commencé les groupes d'entraide. Et là, j'ai vu qu'il y avait des solutions. Donc, j'ai réappris à avoir l'espoir déjà. Parce que franchement, je voulais en finir. Donc... oui, ça a été ce moment-là d'atterrir dans les toilettes et je pensais que jamais je m'en sortirais en fait. Et toi ? On en a toujours... Je pense que les femmes, peut-être qu'on en parlait, on entendait aussi beaucoup cette boulimie, anorexie. Moi, allant déjà dans les groupes, il y avait beaucoup de femmes dans les groupes qui parlaient de ça, de cette problématique avec la nourriture. Après, c'est là aussi où on m'a dit, mais il existe aussi des groupes pour se rétablir, sauf que j'étais pas prête, donc j'ai attendu encore des années avant d'admettre, en fait, que je savais que j'avais un problème, mais j'avais encore trop besoin de ça, quoi. Ça me procurait encore trop d'apaisement. J'étais pas prête à aller plus loin. Mais effectivement, c'est des groupes qui marchent. Mais j'ai eu la chance d'aller dans les groupes et là, déjà, on en parlait. Je connaissais déjà. Il y a peu de gens qui connaissent l'hyperphagie aussi. Hein. On parle souvent d'anorexie et de boulimie, mais très rarement d'hyperphagie. Alors que c'est très souvent la progression vers la boulimie. Enfin, l'hyperphagie, c'est tout le temps, quoi, quasiment, pour une personne dépendante. Hein. De manger plus que la moyenne. On les voit d'ailleurs. Charlotte, tu parlais tout à l'heure justement quand tu étais chez toi, que tu attendais que ton copain sorte pour aller piquer des... Enfin, piquer non, parce que tu étais chez toi, mais... mais je piquais quand même. Il y avait des choses qui n'étaient pas à moi, c'était plutôt destiné à lui. Ce côté vraiment... de la peur d'être jugé ou de se cacher pour manger, toi, Virginie, tu l'as eu aussi. Il y a des choses comme ça, des anecdotes que... Oui. Oh, mais moi, j'ai souvent volé sur mon lieu de travail. On recevait des paquets pour Noël, Nouvel An, Pâques. Et j'allais dans la cave, mais j'en mangeais tous les jours. Et après, le taux diminuait. Et une fois, mon responsable a dit, mais c'est quand même fou. Je pense qu'un résident va dans la cave. Et j'avais dit, oui, je pense aussi. C'est moi. En fait, tous les jours, je mangeais. Oui. Ou alors me cacher, oui, parce que je le faisais, c'était de l'hyperphagie. Mais après, c'est parti en boulimie et j'avais tellement honte qu'on me voit, mais m'enfiler autant. Je pouvais plus m'arrêter, quoi. C'était vraiment un truc, donc c'était pas très joli. Oui. Pas glamour. C'est moche, quoi. Sexy, non, alors sexy encore moins. Si on va plus loin, moi, je trouve que ça a toujours commencé par l'anorexie. Vraiment de privation. Oui, privation, oui. Et après, ça a changé petit à petit, hyperphagie et après boulimie. Surtout avec l'alcool, on fait beaucoup de crises de boulimie.
Oui, parce que tout est égal, ça recommence après. Je pense que l'alcool aussi encourage ça. Je sais pas, c'est comme si ça entraînait. Quand je me réveillais d'avoir bu, j'avais besoin de manger n'importe quoi. C'était vraiment une crise, une compulsive terrible, quoi. Ou grâce à l'alcool, moi, ça me permettait de dire à mes copines le soir, parce qu'on allait manger au restaurant, je mangeais comme tout le monde, même plus. Après l'alcool, je suis bourrée, donc je vomis. En fait, c'était déjà l'anorexie. Mais comme tu le dis si bien, je pense qu'au début, c'était aussi un contrôle avec ma mère. Elle voulait toujours tout contrôler ma vie, puis comme on est assez réticents à l'autorité, nous les addicts, c'était le premier endroit où je pouvais dire, tu vois, je mange plus rien maintenant, tu peux pas me contrôler, tu vois, c'était un peu aussi, si on reparle un peu à quel moment on a commencé d'avoir des comportements anormaux avec la nourriture, ou avec l'image du corps, l'image corporelle aussi. Moi, je rejoins pas tout à fait le fait que, parce que moi j'étais aussi anorexique dans l'adolescence, vraiment une grande période d'anorexie. Je me rendais même pas compte que j'étais anorexique. Je mangeais un pamplemousse tous les 2 jours. Pendant 1 an, j'ai fait ça. Donc, j'étais pas épaisse. Mais j'adorais l'effet que ça me faisait. Ça me donnait un cerveau tellement efficient. J'avais l'impression d'être tellement supérieurement intelligente dans ces moments-là. Et je me sentais bien dans mon corps parce que j'étais maigre, quoi. Donc, il y a aussi cette distorsion qu'on a au niveau de notre corps où tu fais 30 kilos et tu as l'impression d'être obèse, quoi. Et ça, c'est vraiment... c'est fou, cette vision déformée qu'on a de la réalité. Et ces shoots d'anorexie, en fait. Ouais, c'est des shoots. C'est des shoots d'anorexie. D'ailleurs, si t'arrêtes, tu jeûnes, t'arrêtes 2 jours, tu te sens... ton cerveau, il est... C'est ça. Clair. Ouais, il est libre. Ouais, c'est ça. Je vous propose qu'on parle un peu d'abstinence, quand tu as commencé à l'évoquer un petit peu tout à l'heure. Comment on peut parler d'abstinence justement quand c'est question de nourriture ? Parce que pour la drogue et l'alcool, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast et même ailleurs, mais pour la nourriture et abstinence, ça semble 2 notions un peu difficiles à mettre ensemble. Oui, moi ce qui m'a beaucoup aidé dans les groupes, c'est que chacun a sa propre abstinence. Moi c'était vraiment le sucre. J'ai commencé avec le sucre et j'avais 3 repas et une collation qui était ok si j'avais très faim. Donc pour moi, mon abstinence c'est une assiette à chaque repas et puis c'est pas d'aliments compulsifs dont le sucre et c'est ma collation. Et si je dépasse ça, je suis plus abstinente. Et puis souvent quand je dépasse cette assiette où je vais de nouveau avoir envie de manger plus. Alors après je dis pas que j'ai fait des écarts, des fois 1 ou 2 des desserts j'en ai mangé, mais c'était avec des personnes, puis après je restais très attentive en me disant maintenant la semaine qui vient t'en manges plus et surtout pas toute seule. Mais l'abstinence pour moi je sens maintenant quand je vais avoir envie de démarrer sur quelque chose où je vais manger beaucoup plus. C'est ce qui me maintient, c'est 4 repas, enfin avec la collation 3 repas, une collation et pas de sucre. Et moi, c'est l'abstinence au sucre, tous les sucres rapides, beaucoup de rechutes. Et puis, tous les aliments à risque, tout ce qui est viennoiserie, patates, pâtes et pâtisserie. C'est les nourritures rouges, vraiment. D'accord. Ouais. Qui va déclencher des crises terribles, plus que tout le reste, quoi. Et toi, Charlotte, tu veux dire quelque chose ? Oui, alors ma première abstinence, je l'ai définie déjà de m'abstenir de vomir, en fait, parce que tous les soirs, je ne pouvais pas m'arrêter. Tous les soirs, c'était vraiment mon échappatoire et ma soupape pour redescendre de toute la journée, le stress et des émotions. Oui. Donc ça a été la première abstinence que je n'arrivais pas à faire seule, donc j'ai dû être accompagnée d'une marraine du programme. Et puis après, c'est m'abstenir de cette première bouchée compulsive, en fait. Moi aussi, j'ai un plan alimentaire, c'est un outil aussi qu'on utilise. Je sais que quand est-ce que je mange pour nourrir mon corps ou quand est-ce que je mange pour fuir, je sais pas, un travail qui m'embête, que j'ai pas envie de commencer un travail où je m'ennuie ou je veux fêter quelque chose où je trouve j'ai une journée fantastique donc je peux me récompenser. Ce genre de première bouchée, c'est l'abstinence de cette première bouchée en fait. Quel que soit le produit, et puis qu'il y a à mes repas, il y a un début et une fin. C'est pas toute la journée non-stop. Ou toute la journée de l'anorexie, parce que le soir, ce sera forcément de la boulimie. Donc, m'abstenir d'anorexie pendant la journée, parce que ça, c'était ma spécialité, rien manger toute la journée, et puis finir en boulimie le soir.
Oui. Donc je m'abstiens de l'anorexie, je m'abstiens de la boulimie et je m'abstiens des vomissements aussi depuis bien des années par la chance du ciel et m'abstenir de cette première bouchée qui va pas me nourrir mais qui va juste essayer de me faire croire que mon problème ou ce que je vis actuellement sera effacé. Ouais. Et je crois que moi c'est surtout l'ennui qui est dangereux pour déclencher ça. Je me suis aperçue que effectivement, je m'accorde des exceptions, pareil, en vacances, lors d'anniversaires, ou voilà, c'est des passe-droits comme ça qui vont faire que, allez, juste une fois. Mais c'est exactement le même principe qu'avec l'alcool, hein. Juste un verre, quoi. Ouais. D'un regard extérieur, quand je vous écoute toutes les deux, tu veux être abstinent à l'alcool, tu bois plus. Terminé. Mais là, tu peux pas t'arrêter de manger. Donc c'est ça, c'est arriver à se dire, comme tu dis Virginie, c'est moi, je sais que mon seuil, c'est un repas, c'est une assiette et qu'il faut pas que je dépasse. Tu vois, si tu veux vraiment être abstinent à 100% du cocaïne, alcool ou que sais-je, c'est je vais pas boire un verre de whisky par repas et puis après je sais que j'arrête, quoi. C'est cette différence entre la nourriture qui nous sert à vivre quand même, alors que je sais pas, j'ai du mal à... Je me dis que ça demande encore peut-être plus de force, mais est-ce que je peux utiliser cette expression ? Je sais pas, mais en tout cas, de ce que vous me racontez... Alors en général, les aliments à risque qui nous font aller dans la compulsion ne sont pas des aliments indispensables à notre survie. Il faut être clair qu'on peut vivre sans chips, on peut vivre sans sucre rapide, on peut vivre sans bonbons, on peut vivre sans croissants. Oui. C'est tout quand même. Enfin, si tu dis par exemple si les pâtes, si ton truc c'est les pâtes ou les sucres lents ou il y a plein d'autres choses. Ou les carottes. Là ça c'est plutôt rare. J'ai jamais compris. Là c'était le début de la crise. Hein. Après il y en a plein d'autres choses. Ça, c'est plus la déculpabilisation. Je vais commencer par des légumes, mais je vais en manger 4 kilos. Avec ça je peux faire une crise. Voilà. Oui, c'était ça. Mais c'est pas satisfaisant au niveau du cerveau. Ça je pense qu'entre les carottes et les lapins de Pâques, il y a peut-être un truc entre les... Alors, il y avait toujours la notion de croquant. Moi aussi, c'est une grignoter. addiction au On a besoin de croquer, Ouais. mais ça, c'est parce qu'il paraît que ça stimule le cerveau, les vibrations. Ça donne un sentiment de satiété, oui, d'avoir du croquant, oui. Mais voilà, c'est vrai. Mais tu sais, au début, c'est vrai que ça peut être un peu ça peut paraître contraignant, mais c'était tellement des années d'obsession où finalement, je me levais, je pensais à la nourriture, je me couchais, je pensais à la nourriture en ayant fait une crise, que c'est un enfer, quoi, parce que tu vis moi, je vivais non seulement plus avec les autres, des fois, je mangeais avant de rencontrer les gens parce que j'avais pas l'impression d'avoir assez. Souvent à la fin je m'isolais parce que je préférais manger toute seule chez moi plutôt que d'affronter, parce que c'était ça d'affronter les gens. Mais il n'y a plus de vie, quoi, en fait, et de retrouver un peu un cadre alimentaire, puis surtout un peu de clarté dans mon esprit, dans ce que je ressens, dans ce que au début, ça peut paraître effectivement contraignant, et puis à la fin, c'est une liberté énorme, quoi, parce que j'y pense quasiment plus. Quand je suis triste ou quand il y a des émotions fortes, c'est vrai que des fois, je me dis j'irais bien, mais comme pour le reste, quoi, finalement. Mais après, on apprend justement à vivre avec. Donc après, c'est plus une liberté, une grande liberté. Oui, parce que nous, on voit, c'est en termes de conséquences, quoi. Ouais. Les conséquences sont tellement dramatiques, honteuses, douloureuses, violente que, en fait, s'abstenir pour nous, c'est le bonheur et la liberté, et pas une contrainte. Pour moi, le plus dur, c'était la dépendance affective. Ça, c'est bien plus dur que la dépendance à la nourriture. Mais pour rebondir sur ton questionnement, qu'il faut plus de force qu'arrêter la cocaïne, il faut plus de clarté. Parce que justement, moi je sais que je suis abstinente d'alcool, je sais que je suis abstinente, mais j'ai eu besoin de personnes qui avaient plus d'expérience que moi, qui m'expliquent ce qu'était leur abstinence. Je pouvais essayer leur mode de fonctionnement, donc 3 repas, 2 collations, c'était ça au début, je crois. Et de la clarté, en fait, du rien entre les repas. Et puis, un plan alimentaire qui me dit exactement, aujourd'hui je vais manger ça, et ça me donnait de la clarté, et je ne devais pas anticiper à la dernière minute au supermarché, savoir quoi manger. Mais c'est vrai que souvent je me suis mis dans la victime, moi j'ai cette addiction, c'est bien pire que je ne sais pas quelle autre addiction, parce que je dois manger. Mais après j'ai essayé de regarder ça avec un autre angle. J'ai reçu cette idée de me dire, t'as de la chance, 5 fois par jour tu peux toucher à ta drogue, en fait. Donc c'est aussi la façon dont on aborde la chose.
Oui, on pourrait se dire, oui, c'est terrible, mais en fait, voilà, on a des outils mais c'est surtout la clarté. C'est pas qu'on a besoin de plus de force ou pas, mais je pense surtout. Non, moi, je suis très contente d'être obligée de manger 3 fois par jour. Hein. Ça reste mon plaisir, on aime ça. Mais il n'y a plus les conséquences. En tout cas, très rarement, quoi. J'ai une question pour toi, Sylvie. Pour le fonctionnement du programme ici, tu as un patient qui vient avec cette addiction à la nourriture. Comment tu le gères? Comment tu le contrôles? Est-ce que tu fais des descentes dans la chambre pour voir s'il n'y a pas des paquets de gâteaux? Alors, il faut savoir que quand ils arrivent ici, ils ont tous une dépendance à la nourriture, puisque quand on est dépendant à tout. Donc, certains plus que d'autres. Et, quand on voit très vite, quand le frigo ici est archi plein, qu'ils rachètent des courses le samedi quand ils vont faire les commissions, que ça déborde de tout, de charcuterie, de chocolat et tout. Quand ils commandent des boîtes entières de les barcaillés là, et quand on retrouve plein de miettes dans leur chambre. Donc oui, on surveille ça. Et puis au bout d'un moment, je peux dire ok, on n'achetait plus de nourriture à l'extérieur. Je peux même aller dire aux cuisines, on met plus de gâteaux à 4 heures parce qu'ils ont que des gâteaux là. Ils ont quand même des collations 2 fois par semaine, donc du fromage, des yaourts, des fruits, des choses sur lesquelles ils compulsent rarement, sauf le fromage, hein, parce qu'il faut savoir que dans le fromage, il y a de la caséine, morphine, c'est ce qui rend accro les gens au fromage. Hein. Donc c'est une drogue, hein. C'est pour ça que plein de gens sont complètement accros au fromage. Et puis ça, ils peuvent compulser, c'est gras. Mais là, c'est moi qui contrôle les commandes. Donc je vois bien si c'est abusif ou pas. Ouais. Et de temps en temps, je fais des contrôles dans le frigo. De toute façon, on voit vite. Hein. Il y a des papiers partout, il y a des miettes partout. On voit que... Après, il suffit de faire ta petite enquête et tu remontes le fil. Oh. Tu suis les miettes dans le couloir. J'ai l'art de tomber sur tout ce qu'il ne faut pas. Tout et puis, si je vois que vraiment c'est compliqué, et quand on voit qu'il y a des personnes qui ont un problème d'anorexie et qui se font vomir, hein, parce que l'anorexie, c'est souvent de la boulimie où on se fait vomir. En tout cas, c'est une forme. Il y a aussi l'anorexie totale d'absence de nourriture. Mais, on interdit les personnes, on les surveille en fait. On leur interdit d'aller aux toilettes tout de suite après manger. D'accord. Donc, on fait attention. Si tu vois que quelqu'un mange, qu'elle est pas très épaisse, qu'elle mange normalement et que directement elle va aux toilettes, soi-disant à chaque repas. Oui. Voilà. Donc, ça te met un peu j'ai interdit à certaines personnes d'aller aux toilettes après les repas. Voilà, des choses comme ça. Bon, après, on arrive toujours à tricher, mais surtout là-dessus, hein. Je les suis pas aux toilettes toute la journée, mais disons que si tu vomis pas tout de suite après le repas, après c'est beaucoup plus difficile. Tu peux plus de toute façon. Il faut que ce soit immédiat. Je vous propose qu'on parle un petit peu des groupes. OA, donc c'est Outre-Mangeurs Anonymes. Oui. Et avant d'arriver dans ces fraternités, est-ce que vous avez essayé d'autres choses? Si oui, quoi? Il nous faudra du temps là. Oui, voilà. Les listes sont longues. Alors, il ne faut pas encore nuit. Non, mais dire ce que ça a changé un peu par rapport à ce que vous avez essayé avant et là où vous avez trouvé la solution pour vous aider. J'ai essayé, je crois que sans être vantarde ou quoi que ce soit, je pense que j'aurais pu faire nutritionniste parce que j'ai tout essayé en termes de régime, en termes alors là vraiment je me suis renseignée, j'étais ultra à la pointe, sauf que ça marchait les premiers temps et après l'envie justement, l'obsession revenait. Chez les groupes, ce que j'ai vu, c'est des personnes qui vivaient les mêmes choses que moi, qui avaient un peu ces mêmes sentiments que moi et qui étaient tellement impuissantes mais qu'on trouvait vraiment une manière de rester abstinente et puis de continuer à vivre aussi en écoutant leurs émotions grâce à un programme de 12 étapes qui est un travail sur soi à faire. Et c'était ça, d'accepter finalement que je suis vraiment impuissante et que je peux avoir des moments où j'ai l'impression de contrôler, parce qu'il y a eu vraiment des moments où je faisais beaucoup de sport, où j'avais l'impression d'être libérée de ça, mais ça m'est revenu toujours, parfois au bout d'une année, parfois un peu avant, c'est toujours revenu. Sauf que dans les groupes, j'oublie plus. Et quand justement on va faire des informations publiques avec Charlotte et que je revois ça, ça me permet de pas oublier la souffrance, quoi. Vraiment cette souffrance qui était terrible, hein, et cette obsession qui était là du matin au soir, quoi. Et ça, je crois que vraiment, des fois j'aurais envie, hein, parce que le réflexe il vient, et puis je me dis, c'était quoi le plus
le souvenir le plus terrible à la fin. Et ça me permet juste de me dire, t'as de la chance, alors surtout recommence pas, parce que je sais que ça revient aussi très vite. Hein. Si je recommence à me dire, oh, je peux ci, je peux ça, tout à coup ça revient aussi très vite, et parfois c'est plus compliqué de s'en défaire, enfin de redevenir abstinent. Oui. Et toi, Charlotte ? Alors, moi, j'ai essayé aussi plein de choses pour contrôler le physique, surtout. Moi, je pensais pas que c'était une maladie, déjà. On m'avait jamais dit que c'était une maladie. J'ai simplement cru que j'avais pas de volonté. Et ensuite, on m'a appris aussi que c'est une maladie à 3 niveaux. Donc, c'est émotif, spirituel et physique. Donc, moi, je soignais toujours le physique, mais en essayant plein de trucs, des régimes, des machines où je payais... je sais pas combien, pour aller me faire mettre je sais pas quoi à mes cuisses pour avoir des cuisses plus fines, etc. Donc c'était vraiment une obsession, quoi. Une obsession du contrôle de l'image corporelle. Et puis je savais pas qu'il fallait aussi aller voir dans ma tête ce qui jouait pas, en fait. Et au niveau de mon esprit, je ne savais pas que mon esprit pensait faux. Et là, je l'apprends parce que j'ai appris que j'ai une maladie, la maladie de la dépendance. Mais avant ça, je veillais à simplement soigner l'aspect physique. Voilà. Ouais. Donc c'est la grande nuance avec les groupes. Tu l'as dit si bien, c'est voir aussi les gens qui arrivent dans les groupes et on se dit non, mais j'ai plus envie de retourner là. Donc c'est ça une grande différence avec tout ce que j'avais essayé avant. Et j'essayais toujours toute seule avant. Bien sûr, je payais des gens pour m'aider et qui me vendaient du rêve, bien entendu. Mais j'essayais toute seule et surtout je parlais pas vraiment de mon problème, je voulais juste que mon corps soit bien, acceptable et que je l'aime, c'est tout. Mais j'ai toujours fait seule et j'ai surtout caché tous les comportements maladifs que j'avais. Donc ça, c'est une grande nuance parce que là, dans les groupes maintenant, j'envie plus les femmes qui sont magnifiques, qui rayonnent ou qui ont une vie dont j'ai envie. Avant, je les critiquais et je les rabaissais. Et maintenant, dans les groupes, je vais vers elles et je leur dis comment tu fais, quoi. Donc, j'ai une foule de sœurs de cœur, on va dire ça comme ça, de frères et sœurs de cœur. Et j'ai plus honte parce que je sais que je suis pas seule. On est des milliards sur cette terre et j'ai une solution qui est gratuite. Voilà, donc ça, c'est toutes les nuances de tout ce que j'ai essayé avant. Ouais. Et c'est ce soutien aussi énorme qu'on peut s'apporter les uns aux autres, se téléphoner à n'importe quel moment, et puis de pas avoir honte de ça, parce que voilà, on peut parler entre nous, on sait de quoi on parle, tu vois, au niveau de cette alimentation irréfrénée. Et c'est ce soutien, cette solidarité, moi, qui me donne envie de continuer à aller et de partager. Et aujourd'hui, la fréquence des groupes auxquels vous participez, par exemple, sur une semaine, vous y allez tous les jours, un jour sur 2 ? Non, moi je vais une fois par semaine. Une fois par semaine, et je sais... Alors, je vais une fois par semaine au groupe, mais tous les jours, j'ai un contact téléphonique avec les membres, ou avec... voilà, ça c'est ma base. Après, je sais qu'il y a Zoom, donc si j'ai besoin, je vais plus. Mais j'ai appris aussi... que les groupes, c'est une chose, mon rétablissement est une chose, mais qu'il y a aussi, que j'ai aussi d'autres choses dans ma vie, et que j'applique en fait tout ce que j'apprends. Mais la base, c'est une réu par semaine, ça, j'y déroge pas. Ok. Et toi ? Alors, moi aussi, j'essaye de faire une réunion par semaine, mais j'ai aussi passé à l'extrême dans les réunions et dans le programme. J'ai fait une overdose, en fait, de programme, clairement. J'allais de plus en plus aux réunions parce que je pensais qu'il fallait vraiment... tout investir et puis ça marchait pas mieux en fait parce que j'allais en quantité mais pas en qualité en fait. Donc maintenant j'en suis à une réunion par semaine, enfin, ça dépend un peu de mon emploi du temps, mais je fais partie de plusieurs fraternités aussi. Et par contre je travaille beaucoup et ça c'est une nuance, je rebondis sur la question de tout à l'heure, la nuance avec avant, c'est que maintenant je redonne aussi ce qu'on m'a donné, c'est-à-dire j'ai des marraines et j'ai des filleuls. Donc ça c'est une nuance énorme, c'est que je vois que tout ce que j'ai fait avant, j'ai pas à avoir honte. Et puis en plus, ce qu'on m'a appris, je le retransmets. Donc ça c'est aussi un plus par rapport au groupe. Mais une réunion par semaine et passablement de travail avec mes filleuls aussi dans la semaine. Ok. On va continuer avec une dernière petite question. Si quelqu'un se reconnaît, nous écoute aujourd'hui et se reconnaît un peu dans ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller comme ça, comme première chose à faire, à mettre en place ?
mais ça serait de se documenter, d'aller sur le site des Outre-Mangeurs Anonymes. Il y a des réunions, il y en a 2, il y en a une à Lausanne, il y en a une à Genève. C'est ensemble qu'on peut se rétablir, donc aller faire du présentiel avant des Zooms, je trouve que c'est toujours plus chaleureux, surtout au début. Et puis, il y a plein de questions aussi qui sont posées pour savoir si on a cette problématique ou pas, mais allez voir sur outremangeursanonyme.org. Donnez-vous cette chance. Oui, moi je dirais aussi, enfin je ne fais pas de conseils, que des suggestions, mais en tout cas je pourrais parler de ce qui m'a aidée, que moi à partir du moment où j'ai mis une fois les pieds dans une réunion, j'avais plus envie d'en sortir. Ouais. Et je pourrais aussi accompagner cette personne pour la première fois. Alors moi je vais plutôt en Zoom parce que là où j'habite, il n'y a pas vraiment de réunion très très proche. Et je peux aussi accompagner quelqu'un sur Zoom. Et puis, bien mentionner que c'est totalement libre, en fait. On peut venir, partir au bout de 2 minutes, rester toute une heure. Il n'y a aucune obligation, en fait. Le seul désir, la seule condition, c'est d'avoir le désir d'arrêter d'avoir des comportements maladifs avec la nourriture. Sylvie, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, peut-être que il faut savoir que... Parce que j'ai eu le cas tout à l'heure, vous trouvez ça sur Internet, hein, tout simplement. Mettez Outre-Mangeurs Anonymes, Suisse, il y a le site qui apparaît, dedans il y a les réunions, il y a les dates, les heures, il y a tous les liens Zoom direct. Et pareil, il existe comme un autre groupe qui s'appelle les groupes ABA, Anorexie Boulimie Anonyme, qui font aussi un peu le même rétablissement, mais sous des fois des formes un petit peu différentes. Ça peut aussi correspondre des fois mieux à d'autres personnes que d'autres. Au moins il y a ces 2 groupes qui existent. Et puis, allez renseignez-vous sur Internet. Il y a les sites web on pourra mettre le lien en description de l'épisode d'ailleurs. Oui, tout à fait, les 2, ABA et puis OA. Et puis surtout, mon conseil c'est ne restez pas seul. On est des millions malades comme ça. Il n'y a pas de honte. C'est une maladie, personne ne fait exprès. Donc ne vous cachez pas, ne restez pas cachés, partagez, parce que on est tellement nombreux à souffrir de ça. Et le drame dans la dépendance, c'est qu'on a honte, on reste caché, on pense qu'on est tout seul à souffrir, et on n'est pas seul. On n'est vraiment pas seul. Et ensemble, on est plus fort, simplement. Donc ne restez pas seul, demandez de l'aide. C'est un programme qui existe depuis 70 ans pour les Outre-Mangeurs Anonymes. C'est mondial. Ça existe dans tous les pays et dans, je crois, 50 langues différentes, me semble-t-il. D'accord. Oui. Et avant de conclure, je pense que quand Charlotte, tu parlais un peu de rendre un peu ce que tu avais appris, mon petit doigt m'a dit que vous aviez commencé une formation. Mon petit doigt qui a des yeux bleus et qui est à ma droite, m'a dit que vous étiez... sur les bancs de l'école un petit peu. Vous pouvez nous en parler de cette formation ? C'est quoi cette formation ? C'est pourquoi faire après ? Effectivement, on est retourné sur les bancs d'école et c'est passionnant parce que moi, l'objectif premier, c'était de retransmettre, qu'on m'apprenne à retransmettre en fait, d'une façon thérapeutique et pas, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de la façon de marrainage ou parrainage. C'est totalement différent. Et j'avais besoin d'une experte pour ça. Et quand elle a proposé, quand j'ai entendu que cette formation allait certainement avoir lieu, qu'elle nous retransmet tout son savoir, parce qu'elle a quand même l'expérience de bien des années, je me suis inscrite directement. Et l'objectif, ce serait justement de pallier à ces problématiques que les psychiatres ou les psychologues ne maîtrisent pas totalement parce qu'ils ne sont pas dans la situation, ils n'ont pas le vécu. Ils ont toute la partie théorie, mais pas la partie pratique de cette maladie. Donc si on peut avoir un impact parce qu'on est nous-mêmes concernés, tout le monde est gagnant. Et toi, Virginie ? Moi, c'était vraiment par intérêt, parce que la codépendance et la dépendance m'intéressaient énormément. En plus, c'était Sylvie qui est quand même la personne la mieux placée pour nous enseigner toute son expérience. Et puis après, je pense il y a des carrures qui sont faites pour ça. Je pense. Il y a des personnes qui ont vraiment le profil pour faire ça. Il faut être bien ancré. Il faut être bien ancré, là, c'est ce qu'on apprend.
Moi, par exemple, je sais que je pourrais pas continuer parce que j'ai pas cette prestance-là, j'ai pas cette assurance-là, D'accord. C'est comme ça. Mais j'ai beaucoup appris et puis je pense je peux continuer à transmettre à tous les professionnels de la santé à la manière un peu l'apurement des hauts, en faisant des informations publiques de cette manière-là. Ouais. D'accord. Donc Sylvie, quand même, parce qu'on parle de formation, est-ce que tu peux juste nous expliquer quel est le contenu de la formation que tu proposes à la clinique La Métairie, justement ? Alors, on peut aller voir sur le site, ça a été mis sur le site de la clinique, effectivement. En tant que professionnel, j'ai mis en place plusieurs formations, mais dont une qui s'appelle Former et informer, spécialement bien sûr sur dépendance et codépendance. Au départ, c'était ça, et d'avoir une introduction à comment transmettre, quelle posture on a professionnelle, quelles sont les limites au niveau quand tu es thérapeute, quel est ton positionnement, comment on aide véritablement quelqu'un. En fait, toute mon expérience thérapeutique et mes 27 ans de pratique en clinique que j'essaie de transmettre. Donc c'est 5 fois 2 jours, c'est sur 5 mois. Oui. Et puis on va un petit peu explorer toutes les grandes lignes. Ça fait quand même un bon travail sur soi aussi. Et c'est passionnant, on s'amuse bien, on ne s'ennuie pas, ça dépend. Et tu as 2 acolytes avec toi qui t'accompagnent dans cette formation. Il y a Daniela. Oui, j'ai Daniela Danis qui me soutient, qui vient faire sa conférence sur la codépendance, et Olivier de Senarclan, qui est médecin généraliste, qui vient nous donner 4 cours d'1 heure, 1 heure et demie, sur tout ce qui est plus la dépendance au niveau neurobiologique, etc., les conséquences somatiques et tout. Donc on est le trio infernal, on se suit partout, on fait tout ensemble depuis très longtemps, et c'est magique, quoi. Donc il y a une 2e session qui va commencer. Oui, on pourra mettre les informations. Donc il y a une page, pour les gens qui nous écoutent, si ça vous intéresse, il y a une page dédiée à cette formation sur le site internet lamétairie.ch. Tout à fait, donc il y aura bientôt les nouvelles dates que je viens de fixer. Et puis je viens de faire sur la demande de plusieurs personnes de cette formation, parce que j'avais 13 étudiants dans cette formation. Sur les 13, il y en a quelques-uns qui veulent faire une formation professionnalisante. Donc je suis en train de mettre en place une formation de 15 mois, 1 an de formation à 2 jours par semaine, plus un stage de 3 mois en immersion à raison de 2 jours par semaine, plus un jour de supervision. D'accord. Pour faire les situations de cas et tout ça. Et ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent être thérapeutes. Super, merci à toutes les 3. Merci. Cet épisode va s'achever ainsi. Merci Charlotte, merci Virginie, Sylvie. Merci à toi Guillaume. Merci beaucoup. Donc cet épisode sera retrouvé sur toutes les plateformes d'écoute traditionnelles. Vous pourrez l'écouter sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Il est aussi mis sur le site de La Métairie, donc lamétairie.ch. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, bonne écoute de cet épisode et rendez-vous pour l'épisode numéro 9. Au revoir. Merci Au revoir, Guillaume, merci Sylvie.